Ce qui a remplacé depuis 4 ans la poche obligataire, c'est l'or. Cette ligne de front, je l'ai dit, c'est Verdun avec les drones. La perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Rencontre annuelle d'Ocofre 2024. Je dissous donc l'Assemblée nationale. Le système est galvaudé. Bonjour et bienvenue à cette rencontre annuelle Ocofre 2024. Le thème central de notre échange aujourd'hui est comment se préparer au bouleversement du monde à venir et anticiper les défis de la prochaine décennie. Pour aborder cette question, nous avons réuni un panel d'experts, des chercheurs, des économistes, des universitaires et des chefs d'entreprise. Notre but est de vous offrir une variété de points de vue pour enrichir votre réflexion et vous permettre de mieux appréhender l'avenir. Tom Benoît, vous êtes éditeur de la revue en ligne Géostratégie, vous êtes essayiste et vous vous distinguez par votre capacité à vulgariser des concepts complexes. Vous êtes libéral, j'ai envie de dire presque libertarien, et vous apportez donc un point de vue spécifique dans le concert des opinions des thèses économiques. Tom Benoît, bonjour. Bonjour. Il y a quelques mois, on s'était déjà vu, on avait Absolument. discuté, on avait échangé, et je vais vous faire plaisir, mais vous aviez un peu annoncé ce qui est en train de se passer avec les banques centrales, c'est-à-dire que enfin elles baissent leur taux. Alors je ne sais pas s'il faut dire enfin, mais en tout cas elles baissent leur taux. Pour quelles raisons elles ont fini par le faire, notamment les Américains qui ont vraiment résisté? Alors effectivement, après il y a une... je crois par ailleurs, et je le dis depuis... je crois qu'on avait abordé le sujet ensemble, je pense qu'on se dirige vers une période où les taux des banques centrales seront durablement élevés. Mais on aura des taux élevés pendant des périodes beaucoup plus longues que ça a pu être le cas par le passé. Sinon, il y a effectivement des tours de passe-passe, pour ainsi dire, entre des politiques monétaires restrictives, expansionnistes, et ça dure généralement quelques mois. Et les politiques, jusqu'à présent expansionnistes, étaient quand même beaucoup plus longues que les politiques restrictives, et la politique restrictive était la piqûre de rappel lorsqu'il y avait une période de crise, donc ça avait été la crise des dettes souveraines. Après, il y a eu des périodes de crise par rapport à des situations géopolitiques, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, et d'un point de vue général, il se pourrait que les politiques d'ailleurs des banques centrales soient par contrainte beaucoup plus expansionnistes que ce qui est peut-être dans les tiroirs, ce qui est prévu, je parle sur un temps assez long, par rapport à la situation au Moyen-Orient qui va être durablement, qui va s'embraser assez durablement, hein, le conflit. Juste politique expansionniste, pour vous, ça veut dire que c'est de l'émission de monnaie? C'est de l'émission de monnaie, ouais. C'est de l'injection de liquidités dans le système. Alors après, on peut parler des modes opératoires, hein. Ça peut se faire par des modes opératoires traditionnels, donc par l'octroi de crédit, par les banques commerciales. Là, il y a aussi tous les autres segments de la politique monétaire qui entrent en jeu, donc notamment les taux de réserve obligatoires pour les banques commerciales, et ça a une influence assez importante. Et ça peut être aussi par le financement des États. Et on voit bien que les banques centrales aujourd'hui ont un peu une... Je ne sais pas si on peut, l'expression populaire, employer le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'elles doivent soutenir les États, mais elles ne peuvent pas soutenir totalement les États, au risque de perdre durablement leur crédibilité. J'ai discuté avec un banquier central il y a donc quelques semaines maintenant, dont je tairai le nom puisque je m'y suis engagé, mais je lui pose une question en aparté, je lui dis est-ce que tôt ou tard la Banque Centrale Européenne va venir en aide aux États déficitaires comme l'Italie et la France? Et il me dit, on était quelques-uns autour de ce petit déjeuner, il me dit ça n'est pas la vocation de la Banque Centrale Européenne et elle ne le fera pas, je peux vous le garantir. Or, elle l'a fait à plusieurs reprises, elle l'a fait massivement, elle est intervenue même il y a quelques mois lorsqu'il y a eu une envolée sur les taux longs après la dissolution, là, la période de la dissolution surprise par Emmanuel Macron de l'Assemblée nationale. Donc la vraie question, c'est ça, c'est que si en tout cas la Banque Centrale Européenne, qui est quand même la plus fragile de toutes aujourd'hui, hein, des grandes banques centrales, les grandes banques centrales, c'est la BOJ, la BOJ du Japon, la Banque d'Angleterre, la Réserve fédérale, la très grande banque centrale du monde occidental, et la Banque Centrale Européenne.
la Banque de Chine, c'est déjà différent, parce que c'est quand même un autre système, c'est beaucoup plus isolé, mais ça devient une banque centrale majeure aussi, puisque les pays des BRICS reposent beaucoup, malgré tout, sur l'hégémonie à venir du yuan qui se consolide et de la Banque centrale de Chine. Mais la Banque centrale européenne va se retrouver face à un dilemme, c'est soit je lâche totalement finalement et je sais que je perds le contrôle parce qu'on n'aura plus aucune crédibilité, soit je laisse les États s'enfoncer et je prends le risque aussi que ce soit l'eurosystème qui s'effondre. Et sur ce que j'ai l'impression de percevoir, moi j'appellerais de mes voeux qu'on sorte du système européen. Mais je ne suis pas beaucoup entendu à ce niveau-là, en tout cas pas par une forme d'oligarchie politique et financière qui a le pouvoir aujourd'hui, c'est une réalité. Sortir du système européen, c'est sortir de l'euro. C'est totalement sortir de l'euro, c'est avoir une banque centrale qui soit nationale, on l'a déjà, c'est la Banque de France, c'est avoir une banque centrale qui puisse émettre de la monnaie, qui puisse retrouver son pouvoir de dévaluer également. Vous savez qu'on dévaluait régulièrement entre les années 50 et les années 80, 90, on a dévalué peut-être 5 fois, 6 fois, et ça permettait d'adapter nos politiques économiques au même moment et nos politiques justement à nos politiques monétaires pour relancer les exportations, pour favoriser le commerce intérieur. Aujourd'hui, on ne peut plus dévaluer parce qu'on a une monnaie commune et on voit bien que le système est en panne. Et je n'ai pas l'impression qu'on se dirige justement vers la bonne politique et plutôt vers une politique de la paralysie. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne va être contrainte, malgré tout, pour garder le contrôle et garder un peu de crédibilité, de ne pas venir en aide trop massivement aux États européens qui sont dans des situations budgétaires assez complexes. Et en même temps, elle va avoir la tentation de le faire. Voilà. Et alors, est-ce que pour venir en aide aux États européens, la solution, c'est pas de baisser les taux pour que le coût de la dette soit moins élevé? De baisser les taux pour que les compagnies d'assurance, que les banques puissent acheter de la dette, parce qu'il y a ce sujet-là aussi. Mais en réalité, on arrive à une période où ça n'est pas encore avoué, mais tout le monde en a un petit peu conscience, dans les cafés en quelque sorte, lorsqu'on parle de finance et du financement des États, le système est galvaudé, le système d'endettement des États. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui des marchés qui sont pris à la gorge et qui ne sont plus des marchés libéraux, justement, où les décisions se prennent de façon libérale par rapport à l'acquisition, l'achat de titres obligataires de ces États qui sont gavés par de la dépense publique et qui ont besoin permanent de perfusion par l'endettement. Si les agences de notation, par exemple, faisaient leur travail correctement, elles dégraderaient la note de la France, bien plus qu'elles le font. Je ne vais même pas entrer, puisqu'on ne fait pas une émission d'actualité pure et simple, mais dans le détail des dernières notes qui ont été apportées. Mais ça fait déjà des années que Fitch, Moody's et Standard & Poor's, et S&P maintenant, comme on l'appelle, ne devraient plus donner des notes qui équivalent à 17 sur 20 à peu près, 16, 17, 18 sur 20 à la note de la France. La France, c'est un pays qui est surendetté, qui a 3200 milliards de dettes publiques par rapport à son PIB qui équivaut, qui a déjà près de 60% à l'intérieur qui provient de la dépense de l'État. Et les agences de notation nous disent finalement, tout est paralysé, on voit que les défaillances d'entreprises s'accumulent, s'accentuent, il y a des records sur les défaillances d'entreprises, mais on ne déprécie pas plus que ça la note de la France. Ça veut dire qu'on considère que la dette de la France est toujours sûre. Vous pouvez en acheter sur les marchés, il n'y a pas de risque. Mais ça, j'aurais tendance à dire que c'est pour le récit populaire. Ça veut dire que si vous demandez aux Français lambda, ou à la Française lambda, on va dire à l'épargnant, aux citoyens, qu'est-ce que ça signifie une note, une agence de notation qui amène une note? Elle note la dette de la France, et chacun va vous répondre en disant ça veut dire que l'agence fait une étude sur la qualité de la dette de la France en disant cette dette n'est pas un risque pour l'investisseur qui la détiendrait. Oui, parce que le pays, l'économie, tout ça n'est pas un risque. Voilà, c'est plus compliqué que ça. C'est surtout qu'en fonction de la note, vous avez des compagnies d'assurance ou des organismes, des sociétés financières et non financières qui vont pouvoir ou qui vont ne pas
pouvoir acheter la dette de la France. Et évidemment que si vous abaissez la note, et que parce que la note est abaissée, vous avez plusieurs catégories de sociétés financières et non financières qui se retrouvent dans une situation dans laquelle elles ne peuvent plus, parce que ça ne correspond pas à leur cahier des charges, acheter la dette de la France, et que si elles achètent la dette de la France, elles auront des problématiques beaucoup plus globales, beaucoup plus systémiques par rapport à leur bilan, parce qu'on dira non, mais il faut que vous ayez tant d'actifs sûrs, et nous on considère que l'or, par exemple, les agences de notation ont plus dans leur attribuent plus de faveur à la dette de la France ou à la dette allemande qu'à l'or. Il vaut mieux avoir de la dette allemande que de l'or dans son portefeuille, selon beaucoup d'agences de notation. Hein. Et à partir de là, évidemment que vous allez avoir une grosse problématique parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne vont plus acheter la dette de ces États. Moi, ça fait quand même des années, je ne veux pas m'envoyer des fleurs, vous l'avez fait, je vous en remercie, mais ça fait des années maintenant que j'alerte sur le fait que il n'y a pas une opération du Saint-Esprit qui fait qu'on peut s'endetter sans problème et que ça continuera. Ça, c'est ce que raconte Sandrine Rousseau, c'est ce que raconte également Michel Barnier, contre lequel je n'ai rien personnellement, mais qui fait un constat, c'est ce que raconte François Gallo, c'est ce que raconte Christine Lagarde également. Je n'ai rien contre ces gens-là. Il y en a même parmi les derniers que j'ai cités, j'exclus Sandrine Rousseau, que je trouve même plutôt brillant, parfois, mais dont je ne partage pas du tout. On vous le rappellera. Voilà, mais je ne partage pas du tout la teneur politique. Mais ces gens-là répandent une idée fausse qui est « il n'y a pas de problème, on peut s'endetter ». Et moi je dis non, on ne peut pas s'endetter. Et sur les marchés, il y a un moment où il y a bien des investisseurs qui vont découvrir le poteau rose et qui surtout ne pourront plus être rassurés par le caractère factice des résultats des agences de notation et qui n'achèteront plus la dette de la France et qui n'achèteront plus la dette même de l'Allemagne dans quelques temps. Donc c'est ça surtout qu'il faut bien comprendre. C'est que pour le moment, je vous en prie. Oui, enfin, ils disent ça, et puis d'un autre côté, vous entendez les discussions budgétaires, vous avez entendu des discussions budgétaires pendant des semaines, où on vous explique qu'il faut quand même économiser minimum 60 milliards d'euros dans le budget. Alors, sur 3200 milliards de dettes, ça ne fait pas grand-chose, mais en tout cas, ils ne sont pas uniquement à dire, c'est bon, on va s'endetter, on peut s'endetter très facilement. C'est pas 100%. Si, parce que regardez, ils vous disent on s'est endetté à hauteur de 284 milliards pour l'année en cours 2024, et pour l'année 2025, on a prévu de s'endetter à hauteur de combien? Plus de 300 milliards. Donc les mêmes qui vous disent il faut économiser 60 milliards, pourquoi pas, j'ai envie de dire, oui, 60 milliards, allez, ça vous est venu d'où, en quelque sorte, 60 milliards de trop, vous disent, mais on va s'endetter à hauteur de 300 milliards, donc plus quand même. C'est-à-dire que la France prend quand même entame la démarche d'être davantage dépendante des marchés pour l'année 2025 qu'elle ne l'a été pour l'année 2024. Après, je crois qu'il y a une question de paradigme également à remettre au centre du jeu. C'est que vous avez beaucoup de politiques et beaucoup d'analystes économiques, y compris ceux qui travaillent pour France Trésor, pour Bercy, qui ne sont pas idiots parfois, hein, mais qui ne veulent pas voir la réalité, qui adhèrent à une forme de nihilisme. Dans votre petite présentation de départ, vous me disiez que j'étais parfois un peu, enfin, lanceur d'alerte sur certains sujets. Ça provient de quoi, ça? D'une forme de liberté de parole qu'on s'octroie. Moi, je me la suis octroyée. Et je me prive d'ailleurs de certains passages dans certains médias qui n'acceptent pas qu'on puisse avoir tant de liberté de ton et qui, en aparté, parce que c'est un petit milieu, voilà, dans des dîners, des cafés, me disent ensuite « Ah, mais tu avais raison, et il y a 6 mois, ça, tu l'avais dit. Et là, maintenant, on a le droit de le dire. Mais on n'avait pas le droit de le dire il y a 6 mois. » Et au sein des agences France Trésor, Bercy, il y a des gens qui ne veulent pas voir le réel tel qu'il est, le réel, et que, on en parlait en aparté par rapport à Pierre Sabatier, qui fait ce constat assez brillant également, qu'il n'y aura plus les points de croissance qu'on a connus en Occident. Qu'il va y avoir des points de croissance dans bien des pays, mais qu'il n'y aura plus les points de croissance que nous avons en Occident. Et c'est là où c'est le problème du serpent qui se mord la queue. On se dit, mais là, il faut à tout prix économiser 60 milliards parce que on ne doit pas avoir tant de déficit, parce que sinon, évidemment, les agences de notation vont abaisser la qualité de notre dette. Mais par contre, on ne veut pas aller à la racine du problème, à la racine des engagements surtout, et des boulets qu'on se met au pied pour les années à venir, et on ne veut pas réduire notre endettement. C'est ça le problème. C'est que vous avez des personnes qui voient les choses uniquement d'un point de vue de notes et d'un point de vue purement, même pas comptable, mais d'un point de vue statistique. Pas comptable, mais statistique. Ils ne veulent pas passer tel seuil, ils veulent rester dans les clous, alors que c'est pas possible, il y a une fuite en avant après qui est quand même... Ouais. Alors vous êtes de formation philosophique, il me semble. Oui, j'ai donc fait vous savez bien que là d'où on parle, c'est jamais le même discours. Donc évidemment qu'un fonctionnaire du Trésor ou un ministre ou un élu va pas parler de la même manière que vous.
Mais oui, mais ils ont tort, parce qu'après, le réel arrive malgré tout. Et le réel, c'est les exportations, c'est les importations, c'est la balance des paiements, c'est le déficit, c'est si on regarde aussi les dépenses de l'État par rapport aux recettes de l'État, là aussi, vous avez beaucoup de personnes qui vous disent oh, non, non, mais les recettes de l'État, ça n'a pas d'importance. Hein. L'État, c'est pas un ménage, il faut pas, on n'est pas en première année d'économie, on sait bien qu'on n'en a rien à faire des recettes de l'État par rapport à ses dépenses. Mais non, tout ceci est important et ça a un point de vue. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de philosophes, on va dire, dans l'histoire ou de mathématiciens qui ont écrit sur l'économie et qui ont apporté des sciences qui ont été, je parle pas de moi hein, là, mais je veux dire, mais qui ont apporté des sciences ou un regard beaucoup plus durable et beaucoup plus systémique sur les modes opératoires que les politiques qui sont obligés de répondre aux œillades et aux condamnations des uns et des autres. Alors si les agences de notation ne dégradent pas la note, il y a quand même le marché qui sanctionne un peu la France, puisqu'aujourd'hui le spread entre les obligations beaucoup, allemandes, j'ai envie de dire. c'est 80 points, et on est au niveau de l'Espagne. Donc il y a quand même une sanction du marché. Très légère, hein. On est à l'heure où on parle on doit être à de 9, de 8, de 9. On est en dessous même des taux qui s'étaient envolés au moment où il y a eu ce petit vent de panique par rapport à la dissolution. Non, si vous allez voir ce que ça va être, un vrai vent de panique sur les taux d'endettement à long terme, hein, sur les taux longs. Et ça va arriver au moment où la Banque Centrale Européenne va devoir parler, parce qu'elle va devoir rendre des comptes à un moment. Et quand la Banque Centrale Européenne va dire, bon oui, et c'est ce que je vous disais, l'anecdote par rapport aux banquiers centrales dont je parlais précédemment, c'est que les banquiers centraux de l'eurosystème aujourd'hui, sauf le hongrois qui est un peu plus sur une ligne qui correspond à la mienne, mais la plupart qui sont très européistes et qui veulent quand même entretenir le système européen, qui ne veulent pas que l'euro s'effondre, se disent repoussons au maximum l'échéance, il ne faut pas qu'on parle. Parce que si on parle, là, effectivement, il va y avoir un vent de panique sur l'avenir de l'eurosystème. Et là où il y aura une envolée phénoménale des taux longs, c'est au moment où les marchés vont comprendre que l'euro peut s'effondrer, mais pas par la sortie que l'on avait imaginée, mais finalement parce que même ceux qui siègent à la tête de celui-ci vont devoir avouer que ça ne marche pas. Et vont devoir dire, oui, là, effectivement, durablement, on va faire les mêmes erreurs que nous avons commises par le passé, qui nous ont ramenés dans le mur, mais parce qu'on n'a pas le choix et qu'on est obligé, là, plus durablement, comme on l'avait fait pendant la crise des dettes souveraines, de sauver l'euro, de mettre une perfusion, mais qui va être durable. Parce qu'en 2010, lorsque la Banque centrale commence à venir en aide, elle dit que c'est vraiment extraordinaire, et à chaque fois qu'il y a eu des grands plans, ça a été extraordinaire, c'est pas la situation normale. Ouais, c'est-à-dire qu'elle a aidé la Grèce, elle n'était pas prête à aider l'Italie si ça devait arriver. Voilà, parce qu'on considérait aussi que l'Italie pouvait s'en sortir d'une façon justement plus libérale, et on le voit aujourd'hui, l'Italie est redevenue un très gros exportateur, hein, parmi les 5-6 plus gros exportateurs du monde, si on exclut les exportations énergétiques, et on voit bien, on parlait de l'Espagne précédemment, ben l'Espagne finalement s'en sort par rapport à son économie, mais même la Grèce s'en sort par rapport à son économie. Moi je me suis toujours dissocié de tout le monde là-dessus, je pense que l'euro n'était pas fait pour la Grèce. Il y a toute une élite européenne qui a d'ailleurs avoué qu'on avait contraint les Grecs, comme un peu les Italiens, à mentir, à truquer, à fausser, à galvauder leur bilan pour pouvoir intégrer l'eurosystème. Et aujourd'hui, ils en reviennent, mais on s'aperçoit que ça n'est même pas fait pour la France, que c'est un système qui est adapté à personne. Donc là, on est à la croisée des chemins, il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'une solution si on veut sauver l'euro, c'est la mutualisation des dettes, c'est d'émettre des titres obligataires européens. Moi, je suis contre. Parce qu'on sera réellement, ça veut dire qu'il faut, et c'est dans les tiroirs, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des ministres de l'économie européens qui décident des dépenses également, que ce soit pour l'industrie, c'est ce que prône Mario Draghi dans le fameux rapport, le dernier rapport des 800 milliards annuels. Moi je suis farouchement opposé à ça parce que l'Europe n'est pas fédérale, les traités sont clairs là-dessus, l'Europe ne doit pas être fédérale, mais pour sauver l'euro, c'est la seule solution. Donc oui, parce que pour aller dans votre sens, c'est pas tout à fait. Mais en l'occurrence, si on n'est pas allé au bout de l'Europe, c'est-à-dire que si on avait été au bout fiscalement sur la dette... On n'a pas fait marcher aussi, on n'a pas répondu aux promesses, parce que je veux dire, je vois ce que vous sous-entendez en filigrane, mais si l'Europe ne devait pas être fédérale, personne ne voulait d'une Europe fédérale, mais on va dire, allez, c'est moi qui vais dans votre sens, le sous-entendu au départ, c'était, il est quand même bien d'avoir une Europe qui soit unie et de libre-échanger. À la rigueur, pourquoi pas. De constituer un énorme marché qui serait qui ferait un peu de poids par rapport au marché américain voilà, et au marché chinois. Au BRICS, maintenant, à la rigueur, je suis pour. Si vous me dites ça, je suis pour l'Europe,
mais je suis pas pour l'Europe telle qu'elle a été faite. Si vous me dites on va avoir des nations qui sont fortes et qui vont, comme à la période du général de Gaulle, signer des traités, par exemple, avec l'Italie, avec l'Allemagne, et dire bon, on va faire un marché commun, on va dire que par rapport à tel et tel pays, il y a une telle profondeur sur ces marchés qu'on va signer des traités qui vont faire qu'on va pouvoir entrer au capital d'une société étrangère comme dirigeant sans qu'il y ait de problématiques parce que c'est un pays qui fait pas partie de notre zone et tout, et créer des zones économiques marché par marché. Pourquoi pas? Ça pourrait totalement se faire, mais sans qu'il y ait d'aspect fédéral à l'Europe. Mais comme la Chine peut signer des accords avec l'Inde, comme on peut les signer même nous avec le Canada, on signe des accords de libre-échange, et pourtant le Canada fait pas partie de l'Europe. Bon, bah alors, vous avez besoin d'une Commission européenne ou d'un Parlement ou d'une Banque centrale européenne pour signer des accords avec le Canada? Non. Donc à la rigueur, la libre circulation des capitaux, tout ça, c'était absolument envisageable et c'était une solution. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, vous avez toute une catégorie, je dis une catégorie de personnes parce qu'il y a une mouvance, hein, il y a quand même un mouvement politique, on le voit, qui va de Lagarde à Mario Draghi, à Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, et puis après des seconds couteaux, qui sont en train de dire réellement qu'il faut investir massivement pour sauver les États européens, et à les entendre, la dépense publique va prendre le pas sur tout, quoi. Tout va être tout va être investi par la dépense publique. Alors qu'aux États-Unis, vous regardez les États-Unis, ils ont des entrées de capitaux par rapport à la bourse. Ils n'ont pas des entrées de capitaux uniquement par rapport à la pompe qui sera amorcée via leur population. C'est ça le gros problème, c'est que les États-Unis, ils ont des Norvégiens, ils ont des Européens, en effet, ils ont des Chinois qui investissent, qui achètent les titres obligataires, mais qui achètent aussi des valeurs américaines parce qu'elles marchent, parce que ce sont des économies qui marchent. Et là, le sous-entendu des Européens, c'est faites fi de l'économie libérale, faites fi des sociétés, on va tout gérer mieux que vous, la dépense publique supra-public, supranational, pourra absolument tout gérer. Quand il s'agira d'aviation, ce sera le ministre de l'Industrie européen qui décidera et qui créera une licorne et qui incubera cette licorne, et on décidera de qui aura droit à quoi. C'est l'odeur de la mort de l'économie, tout simplement. Voilà. Dans les 10 ans à venir, pour vous, il n'y aura plus d'Europe? Ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait plus d'Europe. Moi, je suis pessimiste un peu dans un certain sens, mais je ne le suis pas totalement. La preuve, c'est que je pense qu'il va falloir qu'on lutte et que l'on soit plusieurs économistes, intellectuels, entrepreneurs de tous bords, et les journalistes ont leur part à donner. C'est pour ça que j'agis aussi dans les médias, c'est le but, pour dire... L'objectif est quand même de ne pas abandonner, de ne pas se dire que notre civilisation est au bord du gouffre et qu'il faut qu'elle parte totalement dans la poudreuse et à la dérive, parce que ça, ce serait regrettable. Et oui, vous n'êtes pas pour le chaos, non, quand même? Non, je ne suis pas pour le chaos. Et non, mais je suis absolument pas pour le... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne sais pas, vous pourriez aimer Ah non, je ne suis pas un anarchiste. Vous pourriez vouloir une crise pour pouvoir reconstruire comme vous le pensez. Ah, pas du tout, non, la crise est là, quoi qu'il en soit, mais au contraire, je vois qu'à partir du moment où il y a des périodes de crise, on s'enfonce pour le moment de plus en plus dans un système qui n'est pas le système que je prendrais. Par exemple, lorsque Mario Draghi constate que l'Europe ne marche pas, il dit tout ce que je dis finalement. Vous prenez l'interview que j'avais faite avec vous d'ailleurs même, il dit ce que je dis, mais sauf que son idée n'est pas de conclure que, étant donné que les monnaies sont trop faibles, que le PIB est paralysé, que l'industrie a disparu et qu'il faut arrêter ce système-là, c'est il faut prendre l'épargne privée pour investir, pour essayer de relancer l'industrie européenne. Moi, au contraire, je dis il va falloir essayer de laisser les entreprises faire ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire du business, mais à tous les niveaux, du business qui ne soit pas truqué, et réintégrer l'économie à la vie en société dans les pays européens, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui sont uniquement des sociétés passerelles, qui font fonctionner les pays de l'Union européenne. Donc, moi, ce que je prône aujourd'hui, c'est de faire un peu comme font les Chinois, justement, les Russes, les Indiens, les Américains, d'autre part, de refaire du business et de savoir échanger en faisant de la réelle politique. Et pour faire de la réelle politique, il faut avoir des incarnations qui soient territoriales et nationales. Au niveau même on le voit, des collectivités. L'Europe, c'était quoi? C'était un rassemblement de terroirs. Que ça plaise ou non à Mario Draghi, à Ursula von der Leyen, c'était ça. Voilà. Les Émirats Arabes Unis, c'est un rassemblement de terroirs? Non, c'est pas un rassemblement de terroirs. C'est 7 Émirats qui sont réunis, qui sont des puissances économiques. Je dis pas de mal des Émirats, parce que j'y ai fait beaucoup d'affaires, j'aime beaucoup les Émirats Arabes Unis, et c'est un territoire qui est très intéressant et qui existe, qui est le nouvel Eldorado, parce que vous avez les plus grands entrepreneurs européens, chinois, américains qui s'y retrouvent, donc il y a beaucoup de choses à faire, ça grouille d'innovation, il n'y a pas de problèmes sociaux pour le moment, donc il ne se pose pas des questions qui nous handicapent
handicapent par force, je ne dis pas qu'il ne faut pas les traiter, mais qui nous handicapent quand même. Mais c'est un territoire voilà, qui est un territoire nouveau, mais on voit bien que ce n'est pas un rassemblement de terroirs. L'énergie ne vient pas des terroirs. L'énergie vient du fait que, comme je le disais, toute la richesse se concentre là-bas. Les États-Unis, ce n'était pas un rassemblement de terroirs non plus. Ça le devient aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez finalement une âme à la fois économique et culturelle qui est beaucoup plus vieille dans la perception que l'âme que l'on peut percevoir en Europe, parce qu'il s'est passé tellement de choses, il s'est produit tellement de richesses en Californie, à Dallas, au Texas ou à New York depuis un siècle, qu'il y a beaucoup plus d'énergie économique qu'il y en a en Europe. Mais l'Europe, ça vient des terroirs. Et lorsque vous avez des collectivités territoriales qui ne peuvent plus lever l'impôt, vous étouffez ces collectivités tout simplement. Aujourd'hui, les collectivités territoriales en Europe, on les vise justement, le gouvernement Barnier et puis Bruno Le Maire précédemment, avant, qui rentrera pas dans l'histoire, hein, Bruno Le Maire, sincèrement. Je veux dire, Attendons les commissions d'enquête. On peut attendre les commissions d'enquête, mais tant de mauvaise foi tout de même. Attendons les commissions d'enquête. Je l'ai alerté, y compris sur un plateau de télévision, très poliment, Bruno Le Maire, en disant il y a un problème sur le report des crédits, sur le budget général. Il m'a pris de haut en me disant vous faites le perroquet du Sénat, mon cher monsieur, je ne suis pas au tribunal, je suis sur un plateau de télévision. C'était un vrai sujet, il fallait le traiter. On aurait pu le traiter en bonne intelligence, parce que moi, vous ne me verrez jamais mettre un tweet, par exemple, racoleur, en disant « Bruno Le Maire a menti, je l'ai vu se faire traiter de voleur par un député ». Non, c'est pas ça, mais je voulais qu'on parle en bonne intelligence, moi, journaliste, et lui, ministre des Finances. Bon, il n'a pas voulu, tant pis pour lui. Mais je veux dire par là que les collectivités territoriales, elles vivent de quoi? Elles vivaient de la taxe d'habitation. Et aussi ce qu'on appelle les droits de mutation, donc les transactions sur les appartements et les maisons. Aujourd'hui, il y a eu 800 millions de moins sur le dernier bilan, sur ce que je connais, j'ai pas les nouveaux, mais sur l'année passée par rapport aux droits de mutation, donc ils paralysent les collectivités territoriales, et en plus, elles n'ont plus la taxe d'habitation. Et dans bien des zones, notamment Paris, elle a presque doublé la taxe foncière dans l'intervalle. Donc quand Emmanuel Macron vous dit « Moi je pense que la taxe d'habitation est un impôt injuste », oui, pourquoi pas, je suis pas loin d'aller, voilà, pas plus que ça, mais pourquoi pas, oui, il y en a plein des impôts injustes. Hein. La TVA, c'est juste, oui, après... D'ailleurs, ça repose sur le même mécanisme. Exactement. C'est pour ça, l'idée de l'injustice de la taxe d'habitation fait que tout le monde paye la même taxe d'habitation, puisque c'est au mètre carré. Quels que soient les revenus. Ouais. Mais donc là, on supprime les taux réduits de TVA. Donc il est assez injuste de supprimer les taux réduits de TVA, si on part aussi. Mais par contre, si on augmente dans l'intervalle de la suppression pour 80% des ménages français de la taxe d'habitation, la taxe foncière, ben moi je trouve pas que ce soit si juste que ça, quoi. C'est pas un retour à la justice. Donc je veux dire par là que tout ce qu'on a fait, c'est pas qu'on a desserré un collier d'étranglement pour les ménages français par rapport à la taxe d'habitation, c'est qu'on a transféré la ponction de l'épargne ou du revenu des ménages qui allait vers les collectivités territoriales par le biais de la taxe d'habitation, vers l'État central, tout simplement. Donc c'est une centralisation de l'imposition. Et le but de la Commission européenne maintenant, c'est de dire... vous faites le travail à échelle nationale, vous récupérez déjà le maximum d'argent au lieu de le laisser être récupéré par les collectivités, mais ça ne nous suffit pas, on sait que vous êtes bien complaisants avec nous et que vous nous en reversez beaucoup, on vous remercie, mais on préférerait directement s'en occuper. Et la Commission européenne veut donc organiser les droits de douane, les taxations sur le carbone pour avoir la main sur la nouvelle imposition, parce que la nouvelle imposition, on voit bien que c'est ça. La nouvelle imposition, c'est... Après, l'Europe finance beaucoup les régions. Hein. Après, c'est les régions qui gèrent les... Ah bah oui, c'est les régions qui gèrent, de quelle manière, qui gèrent les subventions données par l'Europe. Mais qu'est-ce que vous appelez les régions? Les logements sociaux dans les régions qui sont imposés Non, par les régions, il y a les régions ont Je ne sais pas ce que ça veut dire, les régions, moi. Les régions, à l'institution, la région. Ah, l'institution, mais je l'ai démontré personnellement. Vous voyez, donc moi je pense que c'est mon point de vue. Hein, en tout cas, les régions gèrent les subventions qui sont amenées par l'Europe. Là aussi, c'est un sophisme. Ce sont des éléments de langage. Je ne sais pas contre vous, hein, je veux dire, mais ce sont des éléments de langage. C'est un peu comme quand Emmanuel Macron nous dit qu'il a réindustrialisé le pays et qu'il dit que l'économie se porte bien. Bruno Le Maire dit qu'il a sauvé l'économie française. C'est un fait. Quand une région, la région Nouvelle-Aquitaine ou la région Rhône-Alpes, récupère les subventions de l'Europe pour pouvoir les diffuser dans son territoire. Mais c'est un fait. Mais si demain, je prends... c'est un fait parce que je voulais, c'est un fait.
Non, non, parce que vous définissez que les régions sont cette forme d'institution et cette forme de dépense. Mais si moi, par... Ah oui, parce que si vous considérez que ce n'est pas les bonnes frontières. Absolument, mais Ouais. je vous dis, si moi, par... ouais, mais c'est essentiel. Si par cambriolage, je m'impose chez vous, tel un squatteur, et que je dis je suis le chef de famille et je suis ici chez moi, et donc je récupère votre salaire, on dira oui, mais son salaire a été reversé à monsieur. Vous direz non, mais moi je n'ai pas vu la couleur. Il y a quelqu'un qui a pris le pouvoir chez moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé au sein des régions, et c'est ce qui se passe au sein de l'État central et au sein de la Commission européenne. Donc il ne faut pas... Là aussi, je veux dire, moi je m'octroie, je sens suffisamment de liberté pour avoir un langage direct. Cessez de me dire que l'écologie moderne est de l'écologie, cessez de me dire que la taxation pour le carbone vise à sauver la planète, cessez de me dire que l'argent qui est reversé par la Commission européenne aux régions aide les régions, que l'argent qui est reversé par la Commission européenne à une catégorie bien précise d'agriculteurs aide l'agriculture et les agriculteurs. C'est faux. On a fait du marché agricole français un marché déficitaire, ce qui n'était jamais arrivé en 50 ans, et ce qui par rapport justement à la puissance de nos terroirs est quand même d'une ironie assez acide et sans nom. Et ça, sous justement couvert de la politique qui est menée par la Commission européenne. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que la Commission européenne a pour but, pour être tout à fait précis, vous me ferez revenir dans 1 an ou 2 et on verra le bilan justement de lever l'impôt. Là, je vous fais la prédiction, mais il ne faut pas être savant pour le dire. Le pouvoir, c'est l'impôt. Le pouvoir, c'est l'armée et l'impôt. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut? La Commission européenne se dit on n'a pas d'armée, on n'a pas de capacité à lever l'impôt et à émettre de la dette. On va réviser ça et puis on va innover. Voilà, donc on va lever l'impôt, sauf que elle prend un homme malade, c'est l'économie des États-nations européens. Elle prend un homme malade et elle se dit je ne vais pas pouvoir lever l'impôt comme on le faisait auparavant, en disant on augmente l'impôt sur la production, donc sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA, la CSG, tout ça, parce que quoi qu'il en soit, il n'y en a plus déjà de production. Par contre, elle voit qu'il y a de l'épargne. Elle voit qu'il y a quand même de l'épargne, donc elle se dit il va falloir créer, avec l'Union des marchés de capitaux, une pompe pour déjà attirer l'épargne vers le système européen. Et d'autre part, elle se dit il va quand même y avoir des flux. Eh bien, le meilleur moyen, quand vous avez une économie paralysée et que vous avez déjà des barèmes d'imposition qui atteignent le maximum, de pomper un maximum, lequel est-il de créer des droits de douane et des taxations. Alors, il faut des masques. Il faut vraiment, vous ne pouvez pas hyper taxer impunément, sans masque. Il faut arriver masqué, il faut dire, bon, ben, c'est le carbone, parce que le carbone, si on dit vous êtes pour le carbone, vous pensez qu'il faut qu'il y ait du carbone encore et polluer la planète, vous dites, ben non, évidemment. Oui, mais si on ne taxe pas les gens qui l'émettent, directement ou indirectement, on ne changera pas. Donc, ils veulent créer une grande... ils avancent là-dessus, silencieusement d'ailleurs, mais depuis 6-8 mois, depuis le mois de mai, une grande commission de la taxation au carbone à l'échelle européenne qui permettra de gérer tout ça. Ben moi je suis contre, voilà, je pense que c'est pas ce qui est... C'est assez étonnant, mais c'est en termes de conclusion sur ce sujet-là, mais finalement, vous détestez l'Europe, comme votre amie Sandrine Rousseau déteste l'Europe. C'est-à-dire qu'elle déteste l'Europe parce qu'elle la considère trop libérale, et vous la détestez parce que vous la trouvez pas assez libérale, ou en tout cas qu'elle n'est pas au bon endroit. C'est très étonnant quand même. Moi, je crois qu'elle a un doctorat en économie, moi je n'en ai pas, mais par contre je suis étonné que Sandrine Rousseau ne sache pas ce que veut dire libéral. Ce que Sandrine Rousseau appelle libéral, c'est tout simplement des flux financiers. Après, elle ne regarde pas que ces flux soient publics ou privés, mais le principe du libéralisme, c'est quand même qu'il y ait une propension plutôt marquée vers le privé, vers les flux qui sont dirigés par le privé que par le public. Sans même apporter des considérations personnelles. Sinon, il y avait des flux en URSS aussi. Donc c'était libéral l'URSS? Non, c'était communiste. Et Sandrine Rousseau ne comprend pas vraiment ça. Mais comme beaucoup de socialistes ou d'écolos modernes, d'Europe Écologie Les Verts, Ségolène Royal, qui est sympathique par ailleurs aussi, parle souvent de libéralisme à échelle européenne, mais je ne vois pas ce qu'il y a de libéral à échelle européenne pour le moment. C'est le... On sent aujourd'hui, le fonctionnement de la France depuis la période Covid même, pour parler de la France, fonctionne beaucoup plus par rapport à l'endettement que par rapport à la levée de l'impôt. Déjà, à partir de là, vous avez un problème. Quand vous avez un financement public qui vient plus de l'endettement que de la levée de l'imposition, et que vous avez plus de dépenses qui proviennent du public que du privé dans le budget global, dans les dépenses, les flux globaux, vous n'êtes plus libéral. C'est pas possible, voilà. Il faut que les mots ont un sens, quoi. Oui, en fait, c'est pas libéral, c'est avec l'économie de marché, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Non plus, parce que qu'est-ce que vous appelez l'économie de marché? C'est une offre qui répond à une demande. Et aujourd'hui, justement, vous avez
des fausses offres et des fausses demandes. C'est ce qu'on appelle de la complaisance ou du capitalisme de courtoisie, de sympathie, d'amitié. C'est un petit peu ça qui fonctionne. Ça veut dire qu'auparavant, on disait, la génération de mes grands-parents ont été bercés par une phrase qui faisait mal parfois, qui était « on n'arrête pas le progrès » durant les années 50, 60 et 70, parce que le progrès pouvait faire mal, pouvait créer du bruit, pouvait créer du malheur, et pouvait parfois saccager aussi des territoires. Mais on n'arrêtait pas le progrès. Le progrès, c'était quoi? C'était sur la science, la médecine, la technologie, ce qui répondait à des demandes et ce qui répondait surtout à une forme de juste direction de la vie et de l'existence. Déjà, à une époque, on voulait, là c'est plus sociologique, hein, mais c'est une digression qui sera assez courte, mais je veux dire, on voulait vivre plus vieux et en meilleure santé, on voulait manger mieux, on voulait avoir une meilleure hygiène. On n'avait pas de salle de bain partout en France jusqu'à il y a 70 ou 80 ans, même dans des appartements bourgeois, hein, dans les années 50. Alors, j'attends votre conclusion, parce que là, pour l'instant, je suis assez d'accord avec vous. Oui, Hein, le progrès permettait de mieux vivre. Exactement, mais parce qu'il y avait un garant du progrès. Le garant du progrès, c'était l'élite. L'élite, c'était quelqu'un qu'on reconnaissait, des groupes de personnes, et qu'on en partage ou pas les valeurs totalement, on s'accordait sur un fait, c'est que c'était des gens qui avaient une forme de bon sens, de culture, de supériorité. Ils pouvaient parfois être hautains, ils pouvaient parfois ne pas l'être, ils pouvaient être imparfaits sur d'autres secteurs. Vous avez par exemple des élites intellectuelles qui n'étaient pas du tout des manuels, et on le voyait même chez les chirurgiens par exemple, trop intellectuels, qui étaient de moins bons chirurgiens que ceux qui étaient un peu plus manuels. Et il y avait une intelligence des prolétaires aussi. Je peux le dire, je suis petit-fils d'ouvrier, moi, ajusteur, mon grand-père était ajusteur dans les moteurs Baudouin à Marseille. Et donc, je veux dire, à partir de là, il y avait plusieurs intelligences, et il y avait cette faculté de savoir faire ce qui était juste, ce qui était congruent, tout simplement. Et donc, l'élite était garant de ça. La population était garant de ça, puisqu'on avait décidé, à partir de l'après-guerre aussi, qu'il y aurait une vraie démocratie. On a fait voter les femmes à partir de 1944, on a décidé qu'il y avait un suffrage direct, ce qui n'était pas le cas dans les années 20-30, pour le président de la République. Et vous aviez aussi le marché. Et le marché, c'était l'élite monétaire, c'était le garant monétaire. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y avait un flux, et c'est pour ça qu'on parle du PIB toujours. Aujourd'hui, il est même plus intéressant de parler de PIB. Ah, il y a beaucoup plus de prospérité en Turquie, et pourtant on ne peut pas mesurer le PIB de la même façon en Turquie, puisqu'ils ont connu l'hyperinflation qu'en France. Il y a beaucoup plus de création de valeur là-bas, mais sur le plan de la richesse, on peut considérer, avec l'artificialisation des dépenses, qu'il y a beaucoup plus de fausses valeurs créées à certains endroits, mais ce sont des fausses valeurs. Et je veux dire par là que le marché contrôlait tout ça, était le garant aussi du progrès, parce qu'à partir du moment où il y avait de gros flux, ça voulait dire qu'il y avait aussi une grosse demande. Et généralement, mais là il y a aussi un autre problème, et ça c'est encore plus philosophique, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que ce serait trop long, c'est qu'aujourd'hui il y a une inversion des valeurs, et on le voit avec le wokisme, avec la transsexualité par exemple, ou bien des choses, ou l'obésité qui se répand de plus en plus aussi. Je fais pas de stigmate, hein, c'est pas le but, mais je veux dire enfin... Lui, pas d'association d'idées, j'espère quand même. Non, je sais pas quoi. Mais je veux dire, mais le but n'est pas dans la vie a priori ni d'être obèse ni d'être transsexuel. Mais je jette pas la pierre aux transsexuels ou à l'obèse, hein, c'est pas le but. Mais je veux dire, mais le but de l'existence, selon moi, hein, c'est ma condition, mon état d'esprit, n'est pas de faire de son enfant, si on en a, ou de soi-même un obèse ou un transsexuel, ou voilà, c'est ce que je pense. Donc dans une société où vous voyez que ces personnes-là arrivent finalement à avoir une influence assez importante, assez directe sur l'élite politique, vous vous dites que la politique, c'est-à-dire celui qui fait la cité, ne peut plus être en capacité d'être le garant du bon sens général de la société. Et il y a le marché. Et le marché, justement, fait qu'avant qu'on connaisse ces dérives, c'est-à-dire un gros déclin quand même, moi je suis affecté vraiment par le déclin, le problème de niveau réellement, ça c'est pas quantifiable d'un point de vue économique ou sur des axes très nominaux, mais le niveau, vraiment la mauvaise direction vers laquelle on se dirige, la laideur de la société actuelle, particulièrement en France, même plus qu'en Italie, en Europe ou en Espagne, mais en Occident et même ailleurs, il y a un goût pour la beauté qui s'est exilé, comme dit mon ami Rudy Ricciotti, l'architecte, l'exil de la beauté, il y a eu un abandon comme ça du beau et de la bonne direction, voilà, donc ça il y a un problème. Mais avant qu'on connaisse cette période-là, justement, étant donné que tout le monde était plutôt attiré par le beau, par la beauté et par la bonne direction, eh bien le marché, qui était dirigé par ce tout le monde, parce que le marché fonctionnait beaucoup plus aussi par rapport à la connexion à l'économie réelle que ça n'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la part de marché de l'économie financiarisée, de ce qu'on a appelé la financiarisation, c'est-à-dire si vous prenez par exemple les transactions tous les fonds d'investissement, les compagnies d'assurance, sociétés financières, non financières, mais qui ne sont pas du tout connectées à l'économie réelle, est énorme. Et donc là,
le marché nous tirait vers le bon sens, nous conservait dans cette plage, en quelque sorte, qui était le progrès vertueux. Et aujourd'hui, on voit bien que ça n'est plus le cas, et c'est le bout de mon propos, on ne laisse plus le marché nous diriger vers le bon sens. Ce qui fait que, par exemple, lorsqu'on parle d'aménagement des territoires et des habitations, il y a beaucoup d'innovations qui ont été, par rapport à l'automobile, par exemple, dans les années 60, le rêve de tous les petits entrepreneurs, tout petits, vraiment ouvriers, était de s'acheter une 2 chevaux. Et puis des autres, une Simca un peu mieux, ou une 404, ou une 504, enfin plus tard, 504. Mais il y avait un progrès qui était légitime, mais on ne leur donnait pas de subvention pour ça. Hein. Il fallait qu'ils travaillent, et comme ils avaient travaillé, ils pouvaient s'acheter une voiture, ou ils pouvaient équiper un appartement un petit peu mieux. Aujourd'hui, on décide de but en blanc qu'il faut que tout soit à l'électricité, on libère un grand plan avec de l'argent public, et on fait un cadeau à quelques sociétés, parce qu'il faut quand même le dire, qui vont installer des panneaux solaires pour 1 euro restant à charge à des propriétaires. C'est facile, vous allez voir, c'est ça l'innovation, c'est ça le progrès. Vous êtes entrepreneur, vous allez frapper, vous prenez 10 mandataires, enfin comment dire, 10 employés qui vont aller prospecter, qui vont aller frapper aux portes et qui vont dire on vous installe la chaudière ou le panneau solaire. Là, l'année passée, c'était la chaudière, cette année, c'est le panneau solaire ou l'isolation, et vous n'avez qu'1 euro à payer. Vous êtes d'accord, ça coûte 15 000, mais c'est l'État qui paye, vous ne paierez qu'1 euro. Ben, les gens disent oui, installez-moi ça. Ils n'en veulent pas du tout, en réalité. Hein. Ils ne veulent pas qu'on leur pulvérise du polystyrène, enfin la mousse ou de voilà, la de la roche. mousse, voilà, dans les camps, mais ils le font, voilà, parce que ça coûte qu'1 euro. Et ça, en part de PIB, c'est énorme, et c'est fait avec quoi? De l'argent public, mais ça répond pas à une demande. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, vous avez des prix qui sont, et c'est de la fausse concurrence, qui plus est, pour des entrepreneurs qui vont parfois répondre à une réelle demande, mais qui, eux, vont afficher un prix beaucoup plus élevé restant en charge un indépendant, un épargnant, un propriétaire, que la société qui a bénéficié des aides de l'État. Ben, c'est ce que j'appelle le faux capitalisme ou le faux libéralisme. Donc pour répondre à votre question, c'est que c'est pas le marché qui fait la loi non plus, aujourd'hui. Dans les 10 ans à venir, pour conclure, dans les Oui. 10 ans à venir, vous voyez une société comment? Vous pensez qu'il va se passer quoi? Je pense pas que ça s'arrange personnellement. Moi, je vais vous dire ce que je prendrais pour que cela s'arrange. Je prendrais déjà qu'il y ait un retour à la liberté dans les médias, parce que c'était Hayek et d'autres qui disaient que le meilleur garant de l'économie et de la stabilité monétaire, c'est la presse économique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que l'audience, par rapport aux réseaux sociaux, qui est un bon curseur aussi, fasse un petit peu foi par rapport à la demande de la population sur certains sujets, certaines catégories de sujets. Il faut par ailleurs que le nationalisme revienne au centre des préoccupations. Il faut que l'intégrité physique revienne au centre des préoccupations, parce que là, la grande problématique qui va apparaître aujourd'hui, c'est la problématique de la paralysie physique des populations occidentales. On le voit aux États-Unis, on le voit en France, il y a une recrudescence de cancer, l'Organisation mondiale de la santé prévoit une recrudescence de cancer absolument phénoménale et très inquiétante dans nos pays, et la France, plus d'ailleurs pour le cancer du sein chez les femmes, le cancer du pancréas de plus en plus jeune, chez les générations actuelles, la France est encore moins bien lotie que les autres pays européens. Donc à partir de là, il va falloir se poser les vraies questions et se dire, d'un point de vue civilisationnel, là je vous parle pas d'économie, et l'économie ça vient après, d'un point de vue civilisationnel, de quoi a besoin un pays pour pouvoir exister? Il a besoin de chaînes courtes de production et de consommation. C'est pour ça, on parle d'alimentation là principalement, c'est pour ça que j'ai proposé, mais j'ai pas été entendu, de créer, il faudrait aussi être plus nationaliste, une SARL ou une SAS, mais une société nationaliste, c'est-à-dire un mode de société, une catégorie de société, qui soit allégée à peu près de 80% en termes d'imposition et de prélèvement par rapport aux autres sociétés, parce qu'elle produit et qu'elle distribue sur une localité déterminée. Un circuit court, c'est-à-dire une chaîne courte de production et de consommation. Et là, vous allez, plutôt que de partir dans les délires, parce que ça n'est de taxation des hyper riches, et se dire, oui, il y en a qui ont de l'argent, on va leur prendre, ce que veut Sandrine Rousseau un peu, qu'elle abandonnera vite lorsqu'on viendra frapper à sa porte au Parlement européen en lui disant non, c'est pas possible, il faut plus que tu dises ça, il faut que tu changes le narratif. Par ailleurs, hein, là, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, plutôt que d'entrer dans ces considérations, de se dire il y a de l'argent, les riches, ah non, il faut le prendre, il faut plutôt partir en se disant il faut absolument que les
code économique répondent au maximum aux besoins essentiels des nations, des territoires et même des zones, après au-delà des nations, donc du territoire européen. Ça, c'est la priorité. Et sur l'économie, il faut évidemment revenir, et là vous me dites qu'est-ce qui va se passer dans les 10 ans à venir. Donc d'un point de vue mondial, il va y avoir, donc c'est pas ce qu'il aurait fallu, mais il va y avoir une polarisation très marquée des systèmes de paiement, des banques centrales qui vont perdre du pouvoir, il va y avoir probablement, on fait de la fiction, hein, puisque vous me dites ce qui va se passer, mais il va y avoir des systèmes qui vont être alternatifs et très dissidents, et d'autres alternatifs et semi-officiels et un peu officialisés, par les crypto-monnaies aussi, par des plateformes de paiement qui permettront de payer avec des métaux précieux aussi et qui feront le change, ce qui se fait pas beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, on traite tous avec de la monnaie, quoi. On ne fait pas, voilà, il n'y a pas de... Donc ça va, tout va se polariser à ce niveau-là. Ça va vraiment, on va être dans un... il va falloir adopter des codes milieu par milieu, il y aura moins d'universalité, et surtout, étant donné que pendant une période de battement qui sera exactement l'inverse d'un état de grâce, mais plutôt la fin amère d'un système, la friction et la sans doute des crises. Ouais. Des crises, vous allez avoir des puissances publiques qui ne vont pas vouloir lâcher leur emprise, au risque même de cramer la baraque en quelque sorte, mais qui n'en auront absolument rien à faire et qui vont malgré tout étouffer, ponctionner tout le monde, serrer l'imposition, et donc, étant donné qu'arrive à un certain niveau, on s'en est tous aperçus. Hein. Je veux dire, si vous traitez le sujet, vous vous en apercevez, quand il y a un niveau trop élevé d'imposition, les gens ne payent plus l'impôt. Pour une raison ou une autre, hein, mais ils s'en sortiront, ils ne vous diront pas pourquoi. Ils vont, alors s'ils sont très riches, ils ont des armées de fiscalistes qui se débrouillent, ils ont bien raison, ils le font, voilà. Alors, certains diront, non, c'est des salauds de riches, mais non, mais ils le feront, voilà. Et s'ils sont un peu plus pauvres, ils vont créer des sociétés à l'étranger, enfin, je veux dire, un peu moins bien lotis. Ils vont se faire payer plus régulièrement en nature quand ils le pourront. C'est déjà le cas aujourd'hui. Vous regardez le système des sociétés aujourd'hui, c'est un système qui fonctionne uniquement, là aussi où il y a un double, un peu une forme d'antagonie et de schizophrénie, c'est que le système financier et fiscal des sociétés, et même des particuliers avec les crédits d'impôt, n'a jamais autant motivé à la consommation, puisque la monnaie n'est pas stable et qu'il faut dépenser un maximum réellement pour ne pas être assommé par l'imposition. Et en même temps, vous avez un système politique qui est en train de vous expliquer qu'il faut moins consommer parce que c'est mauvais de consommer pour la planète. Et c'est là où vous avez justement un paradigme totalement schizophrénique, qui va forcément falloir changer et réviser. Donc soit ça se fait par bon sens et par décision politique, et on adapte tout ça pour que ce soit les consommation vertueuse et réellement voulue et qui perdure, et que les autres soient par des accords aussi par rapport aux différents pays, voilà, en faisant de la diplomatie un petit peu limitée, soit on laisse aller par le chaos avec des portes de sortie à droite à gauche. Donc on va avoir un monde beaucoup plus polarisé, et il faudra faire avec en tout cas. En tout cas, vous faites le constat que le monde d'avant est en train de se terminer, que les institutions du monde d'avant existent toujours, et que donc avec ce monde d'après, il va falloir modifier nos comportements, les institutions et peut-être nos modes d'échange. Et surtout, je voudrais qu'en Occident, on ne soit pas totalement à côté du monde d'après, quoi. C'est ce que je regrette, parce que moi je suis français, francophone, et j'aime quand même beaucoup les territoires européens, la France, l'Amérique, les États-Unis. Je dis pas qu'il n'y a rien à prendre en Chine ou ailleurs, mais je veux dire, j'aurais aimé que l'Occident perdure un petit peu, et qu'on ne soit pas totalement à côté du monde d'après. Je vois évidemment que lorsque nous, il y a un surplus aussi, il y a une quantité de normes, par exemple, qui sont le code du travail, vous regardez le code du travail, en France, hein, je parle de la France, là, il y a beaucoup trop de normes, il faudrait l'alléger, vous regardez donc sur les douanes, comme on dit, les taxations, vous avez beaucoup trop de normes de taxation, d'hypertaxation, qui font qu'on paralyse nos systèmes, et par contre, il y a des pays, Émirats Arabes Unis, Chine, donc qui fait partie des BRICS, aussi les Émirats maintenant, tous ces pays-là qui vont partir d'une page blanche et qui vont... ils vont connaître leurs problèmes sociaux aussi aux Émirats après, mais ils partent d'une page blanche. Et les Chinois aussi, ils ont de la marge. Regardez, ils peuvent faire des lâchers de billets, ils ont des devises, en voulez-vous, voilà, donc ils ont vraiment de la marge. Et nous, on n'aura pas de marge, et si on ne prend pas le contre-pied, on va être à côté des nouvelles institutions qui fonctionneront et qui sont en train d'être créées là-bas. Très bien. Tom Benoît, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Merci à vous. C'est toujours aussi intéressant de se confronter. Vous avez effectivement un point de vue qu'on entend, qu'on commence à entendre.
qui est effectivement pas mainstream, on va dire, pas encore mainstream. Ça Ouais, viendra mais peut-être. il est, non, c'est même pas qu'il n'est pas mainstream, hein, je veux pas qu'il soit dissident, mais c'est surtout qu'il c'est un point de vue d'un homme qui s'interdit rien, voilà, qui se met pas de barrière inutile. Et qui a le mérite d'exister, mais même au-delà. Merci beaucoup et Merci à une à vous. prochaine fois. Ce qui a remplacé depuis 4 ans la poche obligataire, c'est l'or. Cette ligne de front, je l'ai dit, c'est Verdun avec les drones. La perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Rencontre annuelle d'Ocofre 2024. Je dissous donc l'Assemblée nationale. Le système est galvaudé. Merci aux publications Agora qui nous accueillent dans leur magnifique studio pour cette rencontre annuelle. Nous vous recommandons de télécharger gratuitement leur dernier rapport intitulé « Faillite de la France, comment faire face à la taxflation ».